des 12. Les 12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Excellent début d'année à tous, les meilleurs vœux de l'équipe du D12 à tous nos auditeurs, que vos meilleurs projets puissent définitivement prendre corps, qu'ils fassent date pour vous et pour vos pays respectifs. 3 pays et 3 dates, le Bénin et ses 9, 10 et 11 janvier consacrés à la célébration du Vaudou. Le Ghana et son 7 janvier réservé cette année à l'investiture du président élu, et puis le Togo et son 13 janvier en souvenir de l'assassinat du premier président de la République. Demain, c'est lundi 13 janvier 2025, 62 ans, que le jeune président Sylvanus Olympio du jeune État indépendant, le Togo, trouva la mort dans un coup d'État. Depuis, ce nom est fortement resté lié à l'histoire sociopolitique du pays. La date aussi, le 13 janvier, était un jour de fête férié, une journée dite de libération nationale. Cette journée est devenue depuis quelques années une journée ordinaire, juste de souvenirs et de commémoration pour certains Togolais. Justement, quel souvenir garde-t-on de l'homme, puisque ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. D'autres hommes ont depuis repris le flambeau au Togo, mais aussi au Bénin, où se reposent depuis les restes de Sylvanus Olympio à Agoué, dans le département de l'Atlantique. C'est ce département qui vient d'accueillir les Vaudous des 3 jours pour célébrer le Vaudou, visiblement fédérateur à l'Est. Le culte du Vaudou attire de nombreux Béninois, de nombreux Africains et autres afro-descendants. Ouida pour magnifier le patrimoine culturel désormais mis au service du tourisme. Pas besoin de rappeler les liens forts entre tourisme et développement, surtout dans un contexte d'innovation comme celui du Bénin. Le Ghana à l'ouest n'est sans doute pas le dernier de la classe. Cette semaine, le pays des Black Stars a marqué de nouveaux points, pas pour se qualifier à une nouvelle phase finale de la CAN, mais pour consolider sa démocratie. La prestation de serment de John Dramani Mahama est une nouvelle matérialisation de l'alternance d'élections présidentielles justes dans une Afrique de l'Ouest portée depuis quelques années par des bruits de bottes de militaires ou d'élections contestées. Si la question est de savoir si quelque chose de bon pourrait-elle sortir de notre sous-région, la réponse serait viens et vois. Viens et vois ces millions de Ghanéens sans distinction chantant et dansant à la passation du pouvoir. Viens et vois ces nombreux chefs d'État et de gouvernement pressés d'être des témoins d'un moment important de l'histoire. De l'histoire d'un continent qui n'est pas un État, mais c'est qu'en 4 territoires, processus politiques variés. Ce n'est pas seulement un continent des coups d'État, mais malheureusement les Ghanéens et les Africains de partout n'ont pas fini d'apprécier les premiers pas du nouveau pouvoir qu'il est rapporté par les officiels tchadiens qu'un groupe d'Africains armés a voulu prendre par les armes le pouvoir à N'Djamena au Tchad. Longtemps soutenu par la France, le pouvoir du clan Déby divorce avec Paris. Depuis la capitale française, Emmanuel Macron dira qu'on a oublié de nous dire merci. Ces propos ont été condamnés par des dirigeants africains. Pour ce premier numéro de l'année, notre invité était assis il y a encore quelques jours, non loin de ces dirigeants africains à Accra. Jean Kissi ne touche pas à ma constitution. Et notre invité, nos contacts sont 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyo. Jean Kissi, bonjour, meilleurs vœux. Bonjour Pierrot, bonjour, meilleurs vœux à vous même, meilleurs vœux à tous les journalistes, à la direction de la radio, mais meilleurs vœux à tous les journalistes. Nous souhaitons que l'année 2025 soit meilleure pour vous. Ça reste un souhait parce que un souhait doit être matérialisé par des actes. Les actes qui doivent vous permettre, vous les journalistes, de mieux fonctionner. On ne les voit pas encore, mais émettons encore le souhait et je profite de votre antenne pour souhaiter les meilleurs vœux à tous les Togolais et que tout malheur qui pourrait venir passe sur la tête de ce peuple et soit avalé au milieu de la mer et que tout bonheur fleurisse pour le peuple togolais. Comme on le dit, je souhaite pour chaque Togolais que chaque fois qu'ils vont peut-être cogner une pierre, que ça devienne de l'or sur leur chemin. Voilà. C'est fort vos souhaits pour les Togolais, mais de plus en plus, des gens pensent que c'est de la pure hypocrisie, puisque vous constatez que des gens qui se saluent pas, qui se disent même pas bonjour, mais qui sont obligés en début d'année de se formuler les meilleurs vœux. Oui, mais en réalité, voilà, vous avez raison, mais en réalité, vous savez, quand vous suivez les rites spirituels, chez nous, comme dans l'église,
Moi qui suis un fervent catholique, j'ai été enfant de cœur pendant longtemps, presque séminariste, en tout cas qui avons eu des enseignements peut-être plus approfondis que certains. En fait, quand on fait la messe, on arrive à la période où on vous dit « donnez-vous la paix ». Ce n'est pas seulement pour dire, ce n'est pas seulement du cérémonial, ce n'est pas seulement de la banalisation. Ça veut dire que vous tous, en ce moment-là, ce que vous avez sur le cœur contre vos frères et sœurs, que vous puissiez les oublier et que vous puissiez pardonner. Et que, en fait, c'est un acte de pardon et de réconciliation, ce truc de donner-nous la paix. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Mais on constate que ce n'est pas ça. Et même dans nos traditions africaines, on va parler du Vodunde après, même dans nos traditions africaines, en fait, à la fin de chaque année lunaire, à la fin de chaque période où on appelle ça Petatotro, le Petatotro veut dire une nouvelle détermination, mais ça veut dire aussi que vous pardonnez à tout le monde, que vous redevenez des frères, que tout ce qui est mauvais soit enterré et que tout ce qui est bon renaît en vous, que la fraternité revient, etc. C'est ça le Petatotro. En fait, ce n'est pas ce qu'on tue et qu'on mange qui est l'essentiel, mais le Petatotro, c'est la paix des âmes qui est en fait le Petatotro, la réconciliation avec soi-même et la réconciliation avec ses frères. Mais on voit que on a dépassé tout ça. À la limite, c'est devenu de la banalisation et je crois qu'on doit retourner à la profondeur des choses, sinon ça n'a pas son sens. Hein. C'est la première émission de l'année. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier à être invité à cette émission? Ah, je ne l'ai même pas réalisé. C'est quand je suis arrivé que vous dites que c'est la première émission de l'année que je l'ai réalisé. Non, je constate qu'il y a des hasards, il y a des coïncidences. On ne sait jamais. C'est peut-être que les gens auraient pu dire auraient vu ça autrement, mais peut-être que c'est Dieu qui m'a choisi par cette voie pour que je délivre un message aux Togolais au début de cette année. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un écrivain albinos là qui, je vais me rappeler de son nom. Il dit dans un de ses livres, écoutez bien, il dit: nous n'avons pas chez nous ce mot que l'on utilise dans d'autres langues pour expliquer l'inexplicable concomitance de certains faits. La coïncidence n'existe point chez nous et nous n'y croyons point. C'est pour dire que les faits que nous voyons dans la vie, ce que les Blancs appellent coïncidence, n'existe pas. Tout est spirituel un peu. Tout est un mélange de spiritualisme, de choix de la vie, et de choix de Dieu. En fait, il y a quelqu'un qui écrit Tcherno Monembo. En fait, vous parlez de lui? Non, c'est pas Monembo. Il va me revenir. Et il a écrit Le Fils d'Agatha Mudio. Il est albinos. Le nom va me revenir. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Nous allons faire des dizaines d'émissions au cours de cette année, et si Dieu le veut, il faut dire aussi que c'est un grand sacrifice que d'être là tous les dimanches. Vous constatez que la ville elle est calme et que les gens se reposent chez eux. Tout à fait. Nous aurons le temps, nous aussi, de prendre de plus en plus de repos certains dimanches si nous ne faisons pas le direct, que les auditeurs veuillent bien nous en excuser. Et nous allons commencer cette émission, et ça aussi, c'est une fois n'est pas coutume, et pas le Ghana, parce que le Ghana a fait l'actualité au cours de cette semaine qui est en train de finir. Vous vous êtes retrouvés, là je l'ai dit tantôt, pas très loin des chefs d'État, il était une vingtaine là-bas à Accra, à l'investiture du tout nouveau président. Mais ma première question, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvés, comment vous vous êtes débrouillés pour vous retrouver là-bas? Non, est-ce que je me suis débrouillé? Et vous savez, il y a des liens, hein? Il y a des liens. Vous savez, moi, j'ai deux côtés de mes parents. Et il y a un côté, donc mon côté maternel, qui est en fait venu de Keta, Tegbi, et qui, en fait, ont peuplé Aplaou et ont peuplé Michintove. C'est nos parents même qui ont accueilli les Bremen à Michintove et qui a donné le nom à Michintove. C'est mon grand-père qui les ont accueillis. Donc, il y a les liens qui sont restés. Je ne sais pas si vous n'avez pas un certain nombre de liens à Plaou, dans la Volta Regine. Nous avons de grands liens dans la Volta Regine. Et par ce truchement, on connaît un certain nombre de chefs traditionnels qui ont de l'admiration pour nous et un certain nombre de responsables politiques qui ont de l'admiration pour nous. Et les liens sont gardés et ils ont trouvé bien, c'est peut-être un hasard, de pouvoir nous inviter pour que nous puissions être là, présent à cette investiture-là. Donc, voilà comment
on s'est retrouvé là-bas. Rappelez-moi le nom du bouquin. Je crois que ça doit être Francis Bébé. Oui, parce que si c'est Agatha. Oui, Francis Bébé, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il faudrait quand même qu'on soit clair là, puisque vous l'avez cité, il faudrait que les auditeurs. Oui, c'est Francis Bébé. Ouais. Donc, vous vous êtes retrouvés, beaucoup de se sont posé cette question, parce qu'on se dit, mais qui seront là-bas? Il y a eu effectivement le chef de l'État avec sa délégation, mais on vous a vu sur des images, furtivement, on a dit comment il s'est débrouillé pour... Mais comment est-ce qu'on se sent aussi quand on est là assis et qu'à côté, on sait que c'est soit des chefs de tête couronnés, les chefs traditionnels du Ghana et des personnalités de haut rang, et puis tous ces chefs d'État. Comment est-ce qu'on se sent? Intimidé un peu? Non, moi, j'étais heureux. J'avais pas le temps d'être intimidé. Parce que ce que j'ai vu, je sais pas, est-ce que le mot éberlué? Je crois qu'éberlué, quand quelque chose vous inonde totalement, j'ai été tellement séduit, j'avais les larmes aux yeux, que je n'avais même pas le temps d'être intimidé. J'étais émerveillé par tout ce qui se passait. J'avais que ce mot à la bouche, quoi. Comme les enfants, les Ivoiriens disent, la démocratie c'est doux, la démocratie c'est doux. C'est ce qu'on se répétait sur la tribune. Et je ne sais pas si c'est aussi le hasard, parce que tout le stade autour de la place de l'Indépendance était plein. Et il y avait des stands, même sur la pelouse, etc. Et puis, on aurait pu nous mettre quelque part, parmi les gens dans le gradin ou à la tribune officielle. Le hasard aussi voulu qu'on nous mette dans la loge diplomatique avec les diplomates, donc à côté de la loge présidentielle, des présidents de la République. Donc, il y avait à gauche la loge des présidents de la République, donc à droite vient la loge diplomatique, la loge qui suit aussi était la loge diplomatique, puis la loge des chefs traditionnels, puis vous voyez l'autre carré, et puis en face, il y avait la loge de tous les leaders de NDC qui étaient là-bas. Et puis après, il y avait à gauche du président, il y avait la loge des grands, de ceux qui sont venus de l'extérieur, des envoyés des présidents d'Europe, etc. Donc j'étais à côté de ceux-là. Ça aussi, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou c'est ceux qui nous ont invités, comment on les appelle, qui ont voulu nous mettre là-bas. Et vous suivez les événements en live. Vous suivez les comportements des chefs d'État. Nous avons eu la chance d'observer les mimiques des chefs d'État, etc. Il y a un phénomène qui s'est passé à Accra. À Accra, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine. Vous avez les chefs d'État qui sont fiers, et ils ont montré leur fierté, quoi. Ceux qui dirigent bien leur pays, ceux qui font la démocratie, ceux qui, dont le pays progresse, quand vous les voyez arriver, vous les voyez, ils arrivent avec une certaine aisance, une certaine joie sur le visage, vous voyez des gens comme Kagame, vous voyez des gens comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, vous voyez Bola Tinubu qui est arrivé avec son ancien président, comment on l'appelle là, qui était parti, Goodluck Jonathan, il y avait un certain nombre, vous voyez Ruto qui était arrivé, Tshisekedi, vous voyez un certain nombre de chefs d'État, vous les voyez, la façon dont ils se comportent sur la tribune, vous voyez qu'ils sont fiers de leur gouvernance. Et vous avez un certain nombre, vous avez l'impression qu'ils sont un peu dérangés. Ils sont venus, ils sont discrets, ils sont venus s'asseoir discrètement, et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de se montrer. Vous sentez qu'eux-mêmes ont l'impression qu'ils ne sont pas dans la gamme, mais ils sont là. En tout cas, c'est ce que moi j'ai observé. Et je crois que dans la description de certains journalistes aussi, il y a eu ça. Mais si vous voyez l'arrivée de Ibrahim Traoré, vous voyez un jeune fier qui est arrivé. Et vous voyez qu'il est heureux de la démocratie. C'est-à-dire que l'événement où il est venu même, il donne l'impression que c'est l'événement où on doit être la passation démocratique du pouvoir. Mais vraiment, ça nous a émerveillés. Ça nous a mystifiés. Voilà. Vous avez été mystifié. Oui, tout simplement. Mais il y a une curiosité quand même quand, par exemple, Ibrahim Traoré était applaudi à Accra. On peut se poser des questions. Voilà quelqu'un qui vient de faire un coup d'État, ou du moins qui dirige une junte militaire, et qui est applaudi à la célébration d'une démocratie ou d'une alternance, d'une passation de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Oui, c'est ça aussi, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que on a senti, je ne sais pas si tous les Ghanéens sont rompus à la politique ou à l'analyse. On a senti les présidents qui ont été applaudis, et on a senti ceux qui n'ont pas été applaudis. Et vous avez raison, on se demande comment un auteur de coup d'État peut être autant applaudi. Et c'est vrai, il a été même plus applaudi que Tinubu. Et ce qui est bizarre, Goodluck Jonathan a été plus applaudi que Tinubu. Bon, c'est-à-dire qu'il faut analyser pour voir. J'ai l'impression que
les peuples, dans leur cœur, il y a autre chose que ce que leurs présidents font. Vous avez l'impression que le peuple ghanéen est fier de l'AES et reproche quelque chose à la CEDEAO. Pendant que les dirigeants ghanéens, peut-être, on ne sait pas, respectent encore la CEDEAO. Vous voyez, on a l'impression que le peuple ghanéen est fier de ceux qui sont des panafricanistes, ceux qui veulent le réveil de l'Afrique, etc., tous ceux qui représentent ce courant panafricaniste-là, un peu révolutionnaire, etc., et que ceux qui sont un peu dans la CEDEAO, encore collés à la CEDEAO, vous avez l'impression. C'est pour ça que la CEDEAO doit réfléchir. La CEDEAO doit réfléchir parce que si CEDEAO est perdue aussi dans le cœur de la population ghanéenne, mais il faut faire le constat qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour rattraper. C'est comme ça que la France a perdu de sa prestige en Afrique progressivement et la France est aujourd'hui un peu rejetée en Afrique. C'est de la même façon que la CEDEAO perd de son audience en Afrique et est un peu rejetée. Vous suivez le discours du président élu, après vous suivez le discours de Tinubu, on a l'impression que les gens n'ont pas prêté attention. Il n'y avait que du bruit. Les gens se levaient même et partaient déjà lorsque Tinubu prononçait son discours, parce qu'il est le président de la CEDEAO. Est-ce qu'arrivé à ce moment-là, il ne faut pas tirer des leçons? Pourquoi nos chefs d'État ne tirent pas des leçons? Voilà. Dissoudre la CEDEAO, par exemple? Oh non, ou la réorganiser? Oui, la réformer totalement, la réformer, la réorienter dans le champ du panafricanisme. On a l'impression, la dernière fois, moi j'ai eu l'impression que l'Union africaine est encore acceptée, mais que la CEDEAO n'est plus acceptée. Parce que ce n'est pas seulement les chefs de la CEDEAO qui étaient représentés, on avait quasiment l'impression qu'il y avait une quasi-réunion de l'Union africaine à Accra la dernière fois. Tous, le président de l'Angola, le président du Botswana, même des présidents qui, tels que moi je connais, ne se déplacent que rarement dans leur vie pour ce genre de choses-là, se sont déplacés comme le président de la Namibie. Lui, c'est rarement, il va à des inaugurations comme ça. Mais eux tous, vous avez l'impression que c'est l'Union africaine qui s'était réunie là-bas, à l'exception de Alassane Dramane Ouattara, ou voilà, vous vous demandez même pourquoi lui-même il n'est pas revenu. Mais il y a cette question aussi, oui. Oui. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais venant de l'AES aussi, il n'y avait pas le Malien, il n'y avait pas le Nigérien. Je crois que finalement le Nigérien était venu, mais le Malien n'était pas venu. Parce que j'ai appris après que le Nigérien était venu, je crois qu'il était venu en retard. Mais il n'avait pas le Malien. C'est peut-être un hasard de son calendrier. Peut-être qu'ils ont délégué le pouvoir. Ouais, mais est-ce que quelque part, le jeune président burkinabé ne rappellerait pas aux Ghanéens c'était Rawlins, par exemple? Tout à fait. Mais ça, c'est clair. Pour eux, c'est le nouveau... Ce n'est même pas Rawlins. Pour eux, c'est Sankara qui est réincarné. Pour les Ghanéens, c'est Sankara, ami et adepte de Rawlins, qui est réincarné à travers Ibrahim Traoré pour lui. Quand vous discutez avec eux, même les hommes politiques qui sont là, parce que c'est eux qui nous ont invités, donc on a discuté avec un certain nombre, pour eux, Ibrahim Traoré, pour eux, c'est la réincarnation de Sankara, qui est un intime et un adepte de Rawlins. Voilà. Vous étiez là, vous l'avez dit, dans ce carré des diplomates, et vous êtes Togolais. Est-ce qu'il y a d'autres Togolais qui étaient là, à part les officiels, bien sûr? Oui, mais je n'étais pas allé seul. J'ai été invité avec un ami député aussi, Théophile Adjangba, qui était là. Il y avait, oui, quelques Béninois aussi que j'ai croisés, qui ont été invités. J'en ai croisé. Voilà, à la loge à côté de nous, il y avait peut-être aussi quelques hommes d'affaires, certains de la diaspora que j'ai reconnus aussi, qui travaillent aussi avec les Ghanéens. Il y avait aussi certains Togolais. J'ai vu des gens, certains Togolais. J'ai vu certains Togolais de la diaspora qui, peut-être compte tenu de la situation au Togo, auraient pu venir créer des industries au Togo, mais qui sont revenus s'installer à Accra. Je les ai vus à Accra la dernière fois. Ils étaient à Accra, alors que c'est des Togolais qui ont été en exil dans la diaspora et qui ont marqué leur retour, mais qui, au lieu de revenir au Togo à cause de la situation, sont allés s'installer. J'ai vu plein de personnes là-bas la dernière fois. Finalement, c'est historique ce qui s'est passé à Accra, à vous écouter, à voir même les images, puisque sur les images, on a vu même une délégation officielle de Haïti. Tout à fait. Oui. Qui est un pays en crise, qui n'a presque pas de... Ouais. Quand je dis historique, sur les dernières années, on sait très bien qu'en Afrique de l'Ouest, avec les coups d'État successifs au Mali, au Niger, en Guinée, au Burkina Faso, les difficultés à avoir des élections apaisées sur l'ensemble de l'espace CEDEAO, ce qui s'est passé à Accra, au Ghana, revêt sans doute un caractère
historique. Est-ce que c'est pas cela qui a fait qu'il y a eu autant de délégations qui s'étaient pressées à Accra? Oui, je crois que l'impression que les gens ont donnée, c'est que c'est là-bas que ça se passe. C'est que voilà ce que nous voulons, quoi. C'est un exemple. Les gens sont allés en fait pour démontrer que voilà un exemple. Et c'est là où c'est-à-dire, les peuples sont plus conscients qu'on ne le pense, hein, parce que quand vous imaginez l'accueil qui a été réservé aussi à Bassirou Diomaye Faye, Le Sénégalais. oui, l'applaudissement. Quand vous voyez son applaudissement, vous voyez l'applaudissement de Ibrahim Traoré, comme vous le dites, vous avez l'impression que les Africains ont envie d'autre chose, que ça a été exprimé au Ghana, et que les gens ont envie de démocratie, mais en même temps de panafricanisme. C'est surtout ce côté-là que j'ai senti, que les gens ont envie de liberté, de démocratie, les gens ont envie de bons dirigeants, de bons exemples, et les gens sont dans l'euphorie de bons exemples. Je ne sais pas, vous avez vu les images, vous avez vu le stade, mais si les gens vous montraient les alentours du stade, ce que nous avons traversé avant d'aller là-bas, si nous, quelqu'un nous a dit de nous y prendre très tôt, on a pris le petit déjeuner à 6 heures et on est parti pour une cérémonie qui doit avoir lieu à 10 heures. On est parti à 6 heures pour une cérémonie qui doit avoir lieu à 10 heures. On a eu la chance, nous, d'aller garer très très proche des événements. Certains n'ont même pas pu venir là-bas. Mais pour traverser les gens à pied, pour arriver dans l'enceinte là où on fait le contrôle qu'on fait à l'aéroport là, mais je vous assure, la foule qu'il y avait là-bas, c'est 6 fois ce qu'il y avait dans ce stade-là que vous avez. On parlait de stade, mais est-ce que c'était un stade, puisque on connaît cette place, est-ce que c'est pas une place qui a été aménagée spécialement pour ce type d'événement? Je dis stade parce qu'il y avait des tribunes, comme si c'était dans un terrain de foot. Ouais. Ils ont monté beaucoup de tribunes et tout au long c'était des tribunes. C'est pour ça que je l'appelle stade. Ouais. Je disais dans mon introduction qu'on a vu des Ghanéens ensemble, sans distinction, chanter, danser. Cette joie-là, est-ce que vous l'avez constaté également dans tout Accra? Oui, mais c'est tout le pays qui était, nous dans l'hôtel où on a logé, on a vu des gens qui étaient venus de l'intérieur, certains étaient venus de Yendi, c'est la région qui est comparable à la région de Sokodé. Chez nous, une très grande délégation, il y avait des gens qui étaient venus du milieu du président lui-même, il est de Bolé, il est de la région des Savanes, et oui, mais c'était... Tu as l'impression que tout Accra était, en tout cas Mahama. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une période d'inauguration, comme eux-mêmes ils l'appellent d'investiture, et tous ont voulu faire union avec lui, mais il faut dire que mais vraiment c'est comme si tout le pays était réveillé. Mais il y avait un élément qui avait même été souligné dans son discours. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on discutait avec les Ghanéens, même avec les gens du NPP, on a l'impression que tous regrettent le deuxième mandat de Nana Addo. Ils disent eux-mêmes que le premier mandat, il a travaillé. Mais le deuxième mandat, c'était comme son mandat de départ, qui ne s'est pas préoccupé du peuple, qui s'était préoccupé de lui-même. Ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est un Ghana nouveau qui est en train de naître. L'impression dans le pays, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Et tout le monde est pressé de reconstruire. Et moi, j'ai l'impression que le Ghana va se reconstruire parce que quand tout le monde est pressé, comme si quelque chose vient, il faut y prendre part. Et il faut prendre ta part. Donc, c'est ce que nous avions observé. Mais à partir de là, moi, j'ai l'impression que si le nouveau président arrive à suivre les 2-3 ans du Ghana qui vont venir, vous allez voir, c'est un pays qui va évoluer comme le Rwanda et le Botswana ont évolué ces derniers temps. Moi, je vois quelque chose venir au Ghana, ça va être un bon économique et politique dans ce pays. Vous avez cité un certain nombre de chefs d'État qui étaient là, de personnalités. Curieusement, vous n'avez pas parlé du chef d'État du Togo. Est-ce que c'est sciemment que vous le faites? Ah, il était là aussi. Il était beaucoup plus discret. Oui, vous le regardez? Sans ces gestes que vous le décryptez? Je le voyais de loin. Non, c'est-à-dire que la pensée que j'ai eue, c'est est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il ressent ça? Est-ce que ça ne lui dit rien? C'est ce que j'ai eu. C'est l'image que j'ai eue. Est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il ressent ça? Est-ce que ça ne lui dit rien? Voilà un peu les 3 expressions que j'ai eues à propos de lui. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Le chef de l'État était là à cette cérémonie. Mais avant cette cérémonie, le président élu du Ghana était déjà à Lomé pour son tout premier voyage
de chefs d'État ou de présidents déclarés élus à l'issue du scrutin de décembre. Comment expliquer cela aussi? Non, ils ont dit en fait le Ghana a une tradition de voisinage. Lorsque le chef de l'État était élu, lorsque Nana était élu, il avait été décidé dans son staff qu'il fasse le tour des voisins directs et des voisins immédiats. Voilà un peu ce qu'il a fait. Il n'est pas venu ici seulement, il est allé aussi au Bénin, dans tous les pays qui sont proches, qui sont comme ils le disent, où les peuples sont un peu imbriqués. Il y a le peuple élevé au Bénin aussi, etc. Il est allé. Je ne sais pas s'il est allé en Côte d'Ivoire, mais sinon tous les autres pays, il est allé. Là aussi, il y a une curiosité, quand vous parlez du Bénin, de plus en plus le président béninois, il se déplace très peu sur les événements de ce genre. Il n'était pas à Accra, il s'est fait représenter par la vice-présidente. Comment expliquer ça aussi? Je ne sais pas son calendrier en ce moment, hein, parce que, vous savez, on est la veille. Chez eux, c'est 2026. On est en 2025. Et il y a des événements qui se passent là-bas. Vous savez, il y a son meilleur ami, étiqueté l'un des probables successeurs qui est en prison en ce moment. Je crois qu'il y a quand même des événements qui mettent un peu le Bénin. J'ai rencontré des amis béninois là-bas, hein, des banquiers, etc. Ils sont un peu inquiets et un peu mal à l'aise de la situation qu'il y a chez eux en ce moment. En ce moment, parce que ils savent pas ce qui va se passer. Quand vous discutez avec eux, ils disent que normalement, ils doivent être fixés. Ils comprennent aussi que le chef de l'État, Patrice Talon, a dit que il y a une date qu'ils ont fixée en leur sein, qu'avant cette date, personne ne parle d'élection. Ils passent le temps à gouverner le pays. Et à partir de cette date-là, ils peuvent parler d'élection. Parce qu'il ne veut pas passer son temps à parler d'élection. Il a été élu pour gouverner le pays. Mais en même temps, eux tous se demandent, entre Djogbenou, entre Wadani et entre Olivier Bokor, qui était choisi. Et pourquoi Olivier Bokor devait aller en prison, etc. Donc, quand vous rencontrez les Béninois, on en a rencontré un certain nombre. Je crois qu'il y a une situation chez lui qui n'est pas une situation facile. Il y a sans doute des leçons à tirer pour l'ensemble des États africains après ce qui vient de se passer au Ghana. On sait que les élections ont été organisées en décembre. Les résultats donnés, le parti organisateur a perdu et son candidat a reconnu sa défaite, a félicité celui qui a été déclaré vainqueur, bien qu'issu de l'opposition. La passation de service ou la passation de pouvoir vient d'être organisée à Accra au Ghana. C'est pas courant sur le continent africain. Vu de tout cela, quelles sont les leçons que les différents États africains peuvent tirer? Non, vous avez raison que c'est pas courant. Et puis, je ne sais pas. Il y a peut-être une première leçon à tirer. Hein. Je ne sais pas comment on peut le mettre en œuvre. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre une CENI technique, comme cela est au Ghana? Est-ce que ce ne serait pas la solution? Parce que c'est là où ça a été fait. Nous qui avons suivi le processus depuis le début, il y avait eu de la tension. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez eu des éléments. Il y a eu de la tension parce que les gens du NDC étaient convaincus, totalement convaincus, que Nana allait frauder pour Baoumia, son candidat, son vice-président. Ils en étaient à 100% convaincus. Et il y avait de la tension dans le pays. Les gens étaient préparés à tout. Ils étaient vraiment préparés à en découdre. Pour une fois, les NDC étaient vraiment préparés à en découdre. Donc, les gens ont senti la tension. Ceux qui avaient le pouvoir aussi ont senti la tension et ils ont fait descendre la tension en acceptant leur défaite. Mais ils ont fait jouer la démocratie jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que le mercredi, ils ont fait la prestation de serment le mardi, mais le mercredi et le jeudi, il y a eu encore 2 circonscriptions électorales où on a recompté les voix des législatives. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême a décidé, parce qu'il y a eu un recours, qu'on recompte les voix. Alors qu'on a déjà déclaré quelqu'un président, on l'a investi le mercredi, le jeudi et le vendredi, on a encore décompté les voix et on a montré à la télé la séance encore de décompte des voix dans 2 districts du Ghana. Et ça aussi, on avait demandé ici. L'ambassade des États-Unis, au lendemain des élections de 2020, avait demandé le recomptage des voix. On avait refusé. Mais tout ça, c'est des exemples. Moi-même, j'étais devant la télé, on voyait les événements et on se demandait, mais
Mais l'autre a été déjà investi. Mais pourquoi on recompte encore les voix? Puisque c'est des élections générales et qu'il y a eu également des élections des sénateurs, voilà. des députés, peut-être que c'est de ce côté-là qu'on a... Effectivement, je crois que c'était des élections de députés où on décomptait les voix parce qu'il y avait eu quelques redressements, etc. Mais les mêmes voix comptaient aussi pour la présidentielle, en fait. Et si on comptait pour les députés, et puis ça devait changer les résultats des présidentielles, alors qu'on avait déjà investi. Bon, heureusement qu'on avait dit, quelles que soient les requêtes que les gens ont faites, même si on acceptait toutes les requêtes que le NPP avait faites, que ça ne suffirait pas à combler la voix du NPP pour qu'ils aient la présidence. Donc ça a été fait. C'est un exemple, je crois qu'il faut en tirer des leçons. Pour conclure, on peut dire tout simplement qu'en Afrique de l'Ouest, on peut faire quand même de bonnes choses en Afrique de l'Ouest. On peut faire de très bonnes élections, franchement, en Afrique de l'Ouest. Ça a été un exemple. C'était un exemple au Sénégal, ça a été un exemple au Ghana. Oui, c'est une question de volonté. En fait, on ne peut faire de mauvaises élections que quand on veut conserver le pouvoir. Voilà. Demain, c'est le 13 janvier, c'est l'autre grande date de cette semaine, ou de cette semaine qui tombe sur la semaine de demain, le 13 janvier. Beaucoup en parlent un peu partout et ça fait débat sur les réseaux. Vous, par exemple, est-ce que vous suivez tout ça, ce débat-là, depuis quelques jours sur les réseaux, le 13 janvier? On parle d'Yadema, on parle de Sylvanus Olympio. Moi, de toutes les façons, depuis longtemps, depuis mon entrée en politique, dans le combat démocratique, je considère que le 13 janvier, c'est une journée de deuil et de recueillement. C'est ce que cela est dans mon cœur. Parce que le 13 janvier a été une mauvaise date dans la vie de notre Afrique. C'était le premier assassinat d'un père de l'indépendance. Ce n'était pas le premier coup d'État, mais c'était le premier sanglant, le premier assassinat d'un père de l'indépendance qui a été suivi par d'autres assassinats après. Donc c'est l'exemple qui a été répété dans d'autres pays par le réseau Focard et ça fait un mal, que ce soit le Togo qui ait donné l'exemple et le Togo a donné d'autres exemples après que le père succède au fils parce que les militaires sont allés se mettre au garde-à-vous devant lui et disent que c'est lui qui nous a gouvernés. Après vous avez un certain nombre de pays aussi où les fils du père sont devenus des présidents et n'ont pas voulu partir, etc. Donc je considère que c'est une journée de deuil et de recueillement. Moi, j'ai l'impression que ça continue de peser comme une chape de plomb sur le Togo, spirituellement. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On parle ces derniers temps, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si vous, les journalistes, vous avez des éléments précis de la conférence ou des assises qu'il y avait eu la dernière fois au niveau du H-Kroun, où on parle du rapatriement du corps du père de l'indépendance au Togo, ce qui serait une bonne chose. Mais est-ce qu'il peut y avoir un rapatriement sans devoir de mémoire? Et le devoir de mémoire commence par le devoir de vérité. Sans la vérité sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, même si on rapatrie le corps, tout ce que eux-mêmes au niveau du pouvoir pensent que ça pourrait corriger spirituellement en rapatriant le corps, si le devoir de mémoire n'est pas fait, est-ce que ça aurait eu son effet? Je ne sais pas. Visiblement, vous êtes pour... spiritualiste, mais... Visiblement, vous êtes pour le rapatriement des restes de Sylvanus Olympio au Togo. C'est un débat qui a cours depuis quelques années. Mais Sylvanus Olympio, comme certains le pensent, il appartient au Togo, mais il appartient également à sa famille biologique. Est-ce que, quelque part, pour faire évoluer ce type de débat, pour que tout le monde puisse facilement s'accorder finalement à rapatrier ce corps ou les restes au Togo, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Non, c'est ce que moi j'ai dit, qu'il faut faire un devoir de mémoire, il faut faire un devoir de vérité. Les Togolais ont besoin de savoir. Le devoir de mémoire et le devoir de vérité ne dépend pas de la famille. Ça, il faut le reconnaître. Il a décidé d'être un homme politique, il a décidé de se batailler pour l'indépendance du Togo. Il a été le président du Togo et à partir du moment où il est le président du Togo, il est un homme public. Il nous appartient. Vous savez, quand les évêques meurent, on ne les consacre pas à leur famille. Hein. C'est l'Église qui les prend et qui les enterre dans les cathédrales. Donc voilà, je crois que c'est ce que les Togolais pensent à ce niveau-là, au niveau du devoir de mémoire qui doit primer. Et par rapport à ça, moi je considère qu'il doit y avoir un devoir de vérité
et puis ensuite le rapatriement du corps. Mais sur le devoir de vérité, par exemple, il y a aussi, depuis quelques années, un certain nombre de demandes liées à la déclassification des archives, notamment françaises ou américaines. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, c'est ce que j'appelle devoir de vérité. Il faut le faire. Je considère que ça fait plus de... Ils disent que c'est classifié pendant 50 ans. Sylvain nous s'est assassiné, ça fait déjà plus de 50 ans. Il faut, donc ça veut dire que le délai est arrivé officiellement pour déclassifier le dossier et nous faire connaître la vérité. Maintenant, je ne sais pas si nous, il nous faut, quand ça traîne, s'il faut prendre des avocats. Je ne connais pas la procédure. Est-ce que des avocats commis par des Togolais peuvent rentrer en action et demander la déclassification? Est-ce que ça doit être une procédure judiciaire ou est-ce que ça ne peut être qu'une procédure politique? Ça veut dire que c'est le pouvoir politique togolais seul qui peut demander. Est-ce que la famille peut demander? Aujourd'hui, la famille, c'est Gilles Christ. Est-ce que, parce que Bonito, il est déjà décédé, et d'autres sœurs sont décédées, est-ce que Gilles Christ a envie vraiment qu'on fasse ce devoir de mémoire? Je ne sais pas. Il faut qu'on étudie dans les conditions là que les gens nous conseillent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est des avocats, procédure judiciaire? Est-ce que l'État togolais ou est-ce que c'est les enfants, la famille qui peut le faire? Je ne sais pas. Mais il faut qu'une procédure permette qu'on déclassifie et qu'on connaisse la vérité. Toute l'Afrique en a besoin, hein, pas seulement le Togo. Visiblement, la question n'est pas véritablement abordée puisque là, vous posez un certain nombre de questions vous-même sur l'éventualité de cette déclassification. Cela suppose que vous n'avez presque jamais abordé le sujet avec d'autres collègues de l'opposition ou d'acteurs politiques togolais. Non, vraiment, les gens en discutent, mais on ne nous dit pas encore. Moi, je me souviens, on en a parlé une fois avec Maître Degli. Voilà, c'est des avocats qui ont suivi le processus dès le début et il a travaillé sur ce genre de sujet lorsqu'il était à l'extérieur pendant longtemps. Quelqu'un comme Maître Degli peut nous dire quelle est la véritable procédure. Il y a aujourd'hui Maître François Bokor, c'est un général, mais c'est un homme de droit aussi. Il y a Maître Raphaël Pandé Adjaré. Voilà des Togolais que moi je dis qui connaissent ces imbrications et qui peuvent nous en parler. Je sais que Degli connaît la procédure. Il peut nous dire, dans ces cas de figure, quelle peut être la procédure. Si c'est la famille, il faut que celui qui apparaît comme l'héritier légitime aussi, aujourd'hui, ait la volonté de le faire. Donc que Gil le fasse. Si on dit que c'est la famille, mais Gil ne veut pas le faire, comment est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Est-ce qu'un groupe de Togolais peuvent commettre des avocats togolais et des avocats français et américains pour pouvoir le faire? Il faut que les juristes puissent nous éclairer sur ce sujet-là. On sait que la journée du 13 janvier, il y a encore quelques années, est une journée de fête, une journée fériée. Aujourd'hui, c'est devenu presque une journée normale. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? 13 janvier doit être une journée de recueillement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des prières, des cérémonies religieuses sur toute l'étendue du territoire. Nous tous, on doit y aller. Pour moi, le 13 janvier doit être ça. C'est une journée de recueillement et de prière que ça doit être. Voilà. Pour la mémoire des Togolais, j'en suis convaincu. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est l'inspiration que j'ai. On peut parler d'évolution, puisque demain, par exemple, les traditionnels défilés d'il y a quelques années n'auront plus lieu. Oui, on peut dire que de ce côté-là, il y a quelque chose qui est fait. Mais est-ce qu'il suffit de faire ça et de laisser la journée dans l'ordinaire total? Non, il y a un événement qui s'est passé. Le Togo est né. Et le Togo a été assassiné le 13 janvier. Je considère que le Togo n'a pas été assassiné le 13 janvier. C'est le président qui a été assassiné, pas le Togo. C'est le père de l'indépendance. Mais j'espère. Mais quand vous dites que c'est qui a été assassiné, non, il y a eu un coup à la nation le 13 janvier et je considère qu'il doit y avoir quelque chose qui marque ça. Vous savez, dans des pays, hein, on commémore. Vous savez qu'on a rapatrié une dent de Patrice Lumumba et qu'on en fait une sépulture et à partir de ça, il va y avoir une commémoration. Donc, je considère que quelque chose doit être fait pour le 13 janvier. Ça doit être une journée de recueillement, solennelle, symbolisée, marquée dans notre annale. C'est clair qu'officiellement, depuis quelques années, c'est presque une journée normale. Ordinaire. Mais on sait que demain,
un certain nombre d'acteurs politiques, de partis politiques ont commandé des célébrations, notamment des messes. Et on a pris même la possibilité qu'il y a eu un dépôt de gemmes du côté d'Agoué. Tout à fait. Vous avez participé à ces événements-là? Si ma santé, mon calendrier le permet, oui, je pourrais être à Agoué, pourquoi pas. Ouais. J'avais l'intention d'y aller. Maintenant, il faut que ma santé et les événements fassent avec. Mais je considère que c'est un événement important. Mais ce n'est pas tout le temps sur un autre territoire qu'on doit aller déposer des gerbes pour celui qui a obtenu de haute lutte la naissance de la nation togolaise avec un certain nombre d'autres Togolais. Non. Il faut que le devoir de mémoire soit fait et que ce soit au Togo qu'ensemble nous déposons des gerbes le 13 janvier, que nous fassions un certain nombre de célébrations, que nous nous donnons des accolades et que nous sachions que c'est un malheur, mais qui a donné une vie d'ensemble à tous les Togolais. Je crois que le 13 janvier peut être une journée de l'unité nationale. Moi, si je devais participer à un pouvoir un jour, je ferais du 13 janvier, je demanderais aux amis avec qui on est au pouvoir de faire du 13 janvier une journée de l'unité nationale. On sait qu'une des questions aussi liées à cette date ou à cette personnalité, Sylvanus Olympio, c'est la question de l'immortalisation de l'homme. Depuis quelques années, le CHU prend le nom Sylvanus Olympio, de même que l'ancienne rue du commerce. C'est suffisant ou pas? C'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et puis, il faut que l'enceinte ou l'élément matériel qui doit prendre le nom soit un élément de haut standing. Il faut que ça soit un élément glamour. Le CHU Sylvanus Olympio, si vous le voyez dans quel état ça a été laissé et on lui donne le nom de Sylvanus Olympio, je considère que ce n'est pas à la hauteur. Non, il faut faire autre chose. Il faut vraiment faire autre chose, parce que nous n'existons en tant que nation parce que ceux-là ont pris la tête d'une lutte et l'ont menée et ont obtenu l'indépendance pour nous. Ça aurait pu être autrement. Est-ce qu'on peut pas dire... Voyez le Haïti aujourd'hui. Ouais. Voyez le Haïti, la situation du Haïti aujourd'hui. Regardez dans quel état ils sont. Voyez tout ce qui s'est passé. Donc je considère que c'est hautement symbolique, c'est solennel ce qui s'est passé là. Ça a été obtenu de haute lutte. Des gens sont morts, des gens sont sacrifiés. Donc je considère que ça doit être symbolisé au plus haut niveau. Ce n'est pas suffisant. Il y a quelques années, il n'y avait rien. Est-ce que c'est pas un premier pas déjà? Quand on veut faire, il faut bien faire. Moi, je suis de ceux-là. Je suis de ceux qui croient que quand on veut faire, il faut bien faire. Voilà. Il ne faut pas rester dans la demi-mesure ou dans le quart de mesure tout le temps. Non. Les grands hommes ne restent pas dans le quart de mesure. Quand on veut faire, il faut bien faire. Vous imaginez quoi, par exemple, collé au nom Sylvanus Olympio? Vous imaginez quoi? J'avais vu, c'est au moment où ça se faisait, moi c'est l'aéroport que j'avais vu. C'est l'aéroport que j'avais vu. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Il y a d'autres symboles. On peut construire de grands monuments auxquels on peut lui donner son nom avec sa stèle là-dessus. Il y a des possibilités. Il y a quand on construisait Dr Lafayette, par exemple, quand on construit un hôpital moderne de cette trempe, oui, avec toutes les rues qui l'entourent, tout ça peut prendre. Voilà. Il peut une place aussi. Ça peut être une place où il y a plein de symboles, plein de bâtiments et plein de symboles. Oui, il y a toutes ces possibilités. Est-ce que vous êtes un de ces héritiers? Puisqu'on sait que vous, par exemple, vous réclamez d'Agboibo, mais on sait aussi que de plus en plus de Togolais se réclament de Sylvanus Olympio, de partis politiques qui sont dans ce courant-là des Ablodés. Vous, par exemple, est-ce que vous réclamez aussi de Sylvanus? Moi, je trouve qu'il a obtenu l'indépendance du Togo. Mais vous savez, il y a l'indépendance et puis il y a la démocratie. Pour moi, j'ai été un combattant de la démocratie et je reste là. C'est là où je reste dans la lignée de Agboibo. Autant Sylvanus a été le père de l'indépendance,
autant Gbagbo était un peu pour moi le père de la démocratie togolaise. Et je reste dans ça. Vous savez, l'indépendance a cette différence avec la démocratie que l'indépendance demandait qu'il y avait des envahisseurs, des colons, il faut qu'ils partent. C'est-à-dire l'indépendance a ce truc-là que ça chasse les étrangers qui viennent nous gouverner pour que les autochtones prennent le pouvoir. Mais la démocratie n'a pas ça. La démocratie ne demande pas à ce que ceux qui gouvernaient au moment où nous menions le combat démocratique soient chassés parce que c'est des Togolais. La démocratie demandait qu'ils restent ensemble et que nous obtenions la liberté et que nous soyons ensemble, que nous gouvernons le pays. Donc les deux choses sont un peu légèrement différentes. Donc moi je reste dans la lignée de la démocratie. Je reste un rejeton du combat démocratique. Mais j'ai une admiration pour le combat que nos pères de l'indépendance ont mené. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Jean Kissi, de retour d'Accra. Nous avons abondamment parlé de la passation de pouvoir entre l'ancien et le président élu, John Mahama, du côté d'Accra, il y a de cela quelques jours, et puis aussi du 13 janvier, célébré ou commémoré demain, lundi 13 janvier. Donc, les auditeurs ont la possibilité, comme c'est de tradition, de commencer par poser leurs questions, soumettre leurs préoccupations. Je rappelle nos numéros 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. C'est le tout premier auditeur que nous allons accueillir au cours de cette année 2025. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Wow. Pelé, comment vous allez? Bonne heureuse année. Merci, bonne année à vous aussi, Pelé. Merci, merci. Bonne heureuse année. Merci, merci beaucoup. Bonne année à vous. Et toutes nos bonnes intentions vous accompagnent aussi. D'accord. Merci. Je pense que vous êtes parti voir de nouvelles choses. Exact. Et puis de bonnes choses. De bonnes choses, vraiment. Et je pense que on dit souvent dans notre langue, nous faisons la mémoire, nous nous entendons bien. Comme si nous voulons voir cette alternance-là qui va faire de nos aïeux. Maintenant, ce qui concerne l'avènement de Sylvain Solisio, tout ça là, 13 janvier 1933 jusqu'à 2025, l'histoire, elle est petite. On ne peut jamais la changer. Celui qui a eu l'indépendance de ce pays, on reviendra, on aura le monument tout confondu, tout dans ce pays. Tout le monde va voir ça. Je pense que ça peut commencer en 2025 là. Maintenant, M. Jean Kissi, car il participe aussi de votre parti, du car, et je dis, vous êtes dans un front ne touche pas ma constitution. Comment vous trouvez de la politique à la société civile? La lutte. Deuxième préoccupation, comment vous vous sentez aujourd'hui en 2025? Parce qu'on annonce les élections sénatoriales qui vont installer la 5e République. Comment vous vous sentez? Merci. Bien, merci Pelé pour vos deux questions. Réaction? Oui, merci Pelé. En fait, touche pas à ma constitution, on n'est pas de la société civile. Et nous l'appelons dans notre jargon mouvement citoyen. Un mouvement citoyen, c'est un mouvement national d'un peuple qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile, des syndicats et d'un mouvement de jeunes. C'est ça le mouvement citoyen. Mouvement citoyen, le terme a été mis en exergue par ce qu'on appelle en France mai 68, où les étudiants, tout le monde, tous les syndicats ont cru que le pouvoir qui était là ne pouvait plus satisfaire leurs besoins et que tous ensemble, avec les partis politiques, doivent demander le changement du pouvoir. Vous connaissez la suite. Donc, c'est un mouvement citoyen. Et nous étions rentrés dans ce mouvement citoyen avec le Bureau national de la transition. Et l'autre bureau que le pouvoir utilise fait ce qu'il doit faire, c'est leur affaire. Moi, je ne regarde pas derrière, hein, c'est pas mon affaire. Je constate malheureusement que cet autre mouvement, comme nous l'avons non seulement soupçonné, mais comme nous le savions, cet autre mouvement est un pied du pouvoir. On le voit dans les élections sénatoriales que dont vous êtes en train de parler. Nous constatons que dans ces élections sénatoriales-là, il y a 11 partis de pseudo-opposition qui aujourd'hui sont aux côtés du pouvoir, qui soutiennent le pouvoir dans sa stratégie des sénatoriales de mise en œuvre de la nouvelle constitution. Et on constate que ce quart aussi a des candidats dedans. Donc les choses sont claires. Moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu merci,
l'échiquier politique devient clair, devient totalement clair. Et ce qui s'est passé au niveau du CAR aussi devient totalement clair pour tout le monde, pour ceux qui en doutaient encore lorsqu'on évoquait les éléments que nous connaissions. Mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que vous vous sentez là, au milieu de ces nouveaux amis, un peu comme quand vous étiez au CAR. Là, vous étiez au CAR très politique. Là, actuellement, avec touche pas à ma constitution, constituée d'acteurs politiques, mais aussi d'acteurs de la société civile. Comment est-ce qu'on ressent ça? Non, moi, j'étais déjà au niveau du CAR un défenseur et puis un activiste et un promoteur de l'union de l'opposition, notamment du Bloc démocratique. J'étais avec un ami en Allemagne, ceux qui avaient le discours du Bloc uni de l'opposition, ce qu'on appelait le Bloc démocratique. Donc, je considère et je continue de demeurer un moteur de ce Bloc démocratique-là. Et je considère que au Togo, c'est un combat bloc contre bloc. Il y a le bloc conservateur qui est là, qui veut conserver le pouvoir par tous les moyens, même les moyens les plus violents. On a vu ce qui s'est passé au siège de la CDPA. Et en face de ça, il doit y avoir un bloc démocratique qui doit pouvoir lutter ensemble. Et je crois que avec le Front Touche pas à ma Constitution et le Front autour de David Dosset, c'est un peu le bloc démocratique qui se constitue. Je crois que ça doit se consolider rapidement dans cette année 2025 pour qu'on puisse évoluer. Sénatorial 2025. C'est le mois prochain. Oui, c'est vraiment dommage. C'est dommage ce qui se passe. Ces sénatoriales nous révèlent deux choses. Deux choses. Il y a une qui contient un bon côté et un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que c'est vraiment dommage que des gens qui se disaient des nôtres soutiennent ces sénatoriales et se sont mis dans la danse. Et le second côté, c'est que ça a clarifié un peu l'échiquier politique. Parce qu'il y a trop de bouillabaisse sur la scène politique au sein de l'opposition, en tout cas au sein des forces démocratiques. Et on constate aujourd'hui, nous on savait depuis, et moi je l'avais déjà révélé à des amis, à un certain nombre de réunions, et tout ça est apparu au grand jour il y a de cela 2 semaines, qu'il y a 15 partis qui se disent de l'opposition, que le pouvoir est en train de travailler pour les accompagner dans leur marche dans la nouvelle 15. République. Oui. Et nous savons aujourd'hui que parmi ces 15, 11 ont mordu à l'hameçon. Et ils ont des candidats pour les élections sénatoriales. On sait bien que les élections sénatoriales sont un outil de mise en œuvre du coup d'État constitutionnel qui est en cours d'exécution. Parce que on a le Sénat dans la Constitution depuis notre temps, en tout cas depuis que nous avons fait la Constitution de 92. Mais on ne l'a jamais installé, parce qu'après, on s'est rendu compte que à quoi ça peut servir. On n'a pas vu son utilité, et on a vu que, compte tenu de la situation du pays, ça risque de bouffer de l'argent pour rien. Dans un pays qui est dans la misère, on ne va pas créer des institutions qui vont créer de la lenteur et qui vont être budgétivores, qui vont bouffer de l'argent pour rien. Et depuis, que ce soit même les moments où le RPT avait le pouvoir, unir tout le pouvoir, personne n'a pensé à mettre en place les sénateurs. Si aujourd'hui, on court, on nous bouscule tout pour mettre en place les sénatoriales et installer le Sénat, c'est parce que le Sénat intervient dans la mise en œuvre de leur nouvelle constitution. Donc, ce Sénat est un bras d'exécution de la nouvelle constitution. Mais comment peut-on comprendre que des partis qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce coup de force constitutionnel se soient inscrits dans la lignée de ce Sénat-là, juste pour avoir des postes de sénateurs? La politique ne consiste pas tout simplement à courir derrière des postes. C'est dommage. Vous savez, ça dit qu'il y a des Africains qui ne comprennent pas. Et on voit ça souvent au Togo. Monsieur Pierrot, ce que vous avez là, et que vous pouvez réclamer, c'est ce que vous avez appris à l'école. Tout le reste, c'est le hasard qui vous l'offre. Quand vous avez la chance que vous avez ça, vous le gérez au mieux. Au moment où vous ne l'avez plus, vous le laissez. Mais courir derrière. Si vous êtes journaliste, vous avez fait les lettres modernes, c'est le diplôme que vous avez eu aux lettres modernes. C'est ça qui vous appartient. Et c'est par rapport à ça, vous allez chercher le métier qui vous correspond. Je suis informaticien de métier. Ce que j'ai là, et qui est mon droit là, c'est ce diplôme d'informaticien. Tout le reste, ce n'est qu'une faveur de la nation.
et vous ne pouvez pas aller faire de la traîtrise, de la compromission pour ça. Ça n'a pas de sens. Bien, les gens n'ont pas de morale. Bien, merci. On va au téléphone. Allô? Le deuxième auditeur de l'année. Bonjour. Pierrot, bonjour. Oui, quel est votre nom? Basile. Oui, Basile, vous êtes à l'antenne. On vous écoute, Basile. Salut, monsieur Jean-Tiffy. Oui, bonjour Basile, je vous salue, mes meilleurs voeux. Mes vœux réciproques. Hein. Merci, merci. Bon, mais, on va concéder le thème le Togo assassiné à monsieur Jean-Tiffy. C'est en quelque sorte une figure de style. Oui, exactement. Quand on dit que le Togo dort, c'est le contenant pour le contenu. On peut lui concéder parce que Sylvanus Olympio, on savait comment il a été perspicace pour mettre à nu l'impérialisme, le néocolonialisme à l'époque, dirigé par la France, mais il est arrivé à gagner une élection jusqu'à être président. Donc, quand on l'a assassiné, on a assassiné le Togo. Ça, c'est une mise au point que je veux faire à M. Jean-Tiffy. Comment il voit son ancien parti là? C'est lui qui a donné le ton à 117 députés que lui, il avait proposé. Et le pouvoir a tenu la balle au vent. Et il est revenu à combien vous dites là? 113 ou quelque chose comme ça. Oui. Alors même que au Togo ici, avoir les difficultés, nous on ne doit pas être au-delà de 51 députés. Vient encore combler ce que vous appelez abusivement maintenant sénateurs, qui vont être à 61 encore. Mais le peuple ne respire pas. Et qu'on dise que c'est votre ancien parti qui est à la base de proposer cette pléthore, ou bien ce pléthore, je ne sais pas, de députés au pouvoir, ce que lui cherchait, comme d'autres disent chez nous, que les narines ne cherchent rien comme la respiration. Et il a pris la balle au vent. Pourquoi est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On va comprendre qu'il se trouve dans ce genre de choses. Bien, Basile, il va répondre. Est-ce que c'est la seule question? Oui, pour le reste, la démocratie et être père de l'indépendance, pour Sylvanus et Olympio, il ne voit pas qu'on peut dire que les deux, Sylvanus et Olympio, les méritent. Merci. 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 Non, vous avez raison, hein. Sylvanus Olympio a été le père de la nation. Il a dit, au moment de l'indépendance, peuple togolais, par ta foi et ton courage, la nation togolaise est née. Et voilà, il portait la voix, c'était le symbole spirituel. Le jour où il est assassiné, c'est vrai que c'est le destin de Togo qui a été assombri par là. Ceux qui l'ont fait, les Blancs qui ont fait tout ça, ils savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, vous avez raison que j'ai mal. J'ai mal moi-même que la partie du quart que le pouvoir a déconnecté et que le pouvoir a sanctifié, parce qu'il faut reconnaître que nous avions été à un congrès et qu'un bureau de la transition a été mis en place, que tous les documents ont été déposés, tout, nous avons les accusés de réception et qu'à un certain moment, tous les documents que nous avons déposés ont disparu du ministère, ont disparu d'une administration publique et que c'est nos amis, c'est leurs documents qui ont été accueillis et qui sont là-bas. Nous savions, mais quand nous le disions, les gens émettaient encore des doutes. Et c'est dommage que ce soit eux qui aient proposé 117 députés. Je ne comprends pas que des gens qui disent qu'ils ont remplacé Maître Agboibor, que vraiment ils se fassent l'outil du pouvoir pour pervertir, augmenter le budget du pays. Mais c'est vraiment dommage. Vous avez raison. La dernière fois, on en parlait avec des gens au Ghana, que quand on fait le ratio de la population ghanéenne sur la population, sur le nombre de députés,
Et quand on fait le ratio de la population béninoise sur le nombre de députés, le Togo a le ratio le plus bas. Le Bénin n'a pas encore 100 députés. Alors que le Bénin a c'est-à-dire que le Togo a la population, le 2/3 de la population du Bénin. Et on nous disait que la population de Accra faisait 7 millions, je crois, 300 000. Donc, la population de Accra seule fait toute la population du Togo. Si on prend tous les millions, les 1 700 000 qui sont à l'étranger aujourd'hui, dans la diaspora, tout le reste là atteint à peine la population d'Accra. Mais nous avons 117 députés, 113 députés. Ils ont proposé 117, on est à 113. Donc le nombre de députés, ajouté au nombre de sénateurs aujourd'hui, on a 174 parlementaires pour un pays qui est dans la misère. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ces postes qu'on crée ne créent pas des emplois. Monsieur Atiogbe, les postes là qu'on crée là ne créent pas des emplois. Hein. C'est les industries qui créent des emplois. Si on veut investir, c'est mieux d'investir dans l'industrie. Vous avez vu au niveau de Talon. Quand Talon a mis en place son gouvernement, tout ça là, la gestion du pays, les grands projets là, c'est à des agences qu'on les confie. Ils créent des agences comme cela est aux États-Unis et c'est les agences là qui prennent les projets. Quand on veut les projets là, c'est les agences qui pilotent les projets. Et donc c'est des agences qui doivent être des résultats. Vous voyez, il y a des agences où des agents ont 1 500 000 francs de salaire. Ils ont 2 millions de salaire. Mais ils ont un contrat de 3 ans pour gérer un projet. Et ils ont l'obligation de résultat. Gare à vous si vous n'avez pas le résultat. C'est comme ça que les États-Unis sont gérés. Mais je ne sais pas ce qu'on fait au Togo. On nomme, alors qu'il n'y a pas d'argent et on gaspille de l'argent à satisfaire des courtisans. Voilà. Vous prenez nos régions. Les régions ont 11 gouverneurs et présidents de région encore nommés, qui sont des rivaux 2 par 2. Le président de région a le gouverneur comme son rival. Ces gens-là vont se cogner la tête. Déjà, dès que les gouverneurs ont été nommés, il y a un certain nombre de gouverneurs qui ont envie d'aller présider le conseil d'administration des hôpitaux. Mais on se demande, est-ce que c'est les gouverneurs qui vont présider les conseils d'administration des hôpitaux ou bien c'est les présidents de région qui vont présider? Parce qu'avant eux, c'était les maires qui présidaient. Donc, au-dessus des maires, dans la décentralisation, ce n'est pas les gouverneurs. Au niveau élevé des maires, c'est les présidents de région. Donc, c'est au-dessus des préfets qu'il y a les gouverneurs. Alors que ce n'est pas les préfets qui présidaient les conseils d'administration des hôpitaux, des marchés, etc. Mais aujourd'hui, les gouverneurs ont envie d'aller les présider. Vous voyez comment on crée des conflits? C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui vont naître, ils vont rester dans ces conflits-là. Vous regrettez que ce soit le cas. Vous regrettez que ce soit le cas qui est proposé en premier. Oui, et par-delà ça, le cas c'est banal. Ce qui est resté comme le cas là, c'est un truc banal. Au-delà de ça, c'est l'analyse des conséquences même qu'on doit faire. Il ne faut pas rester sur les hommes et sur ces petites banalités. Voilà. Pour vous, les conséquences sont désastreuses, visiblement. Très, très désastreuses pour le budget togolais. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. Frédéric, comment vous allez? Oui, c'est ça, Frédéric. Je salue maître. Et c'est votre invité. Ça s'appelle Jean Kissi, c'est pas maître Jean Kissi. Monsieur Jean Kissi, je vous salue. J'ai reçu votre vœu de ce début de fin d'année. Merci beaucoup. Et je vous souhaite la même chose. Vous étiez à Accra, vous avez observé notre président de loin. Vous avez observé 3 choses de chez lui. Il ne serait pas mieux de lui dresser une lettre pour lui expliquer ça. Et de 2, comment voyez-vous la réglementation du drapeau togolais au niveau des chefferies? Merci, c'est bonne émission. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, Pierrot. La première partie de la question. Et ça ne serait pas mieux de lui adresser une lettre, de dire à notre chef d'État sa vision qu'il a observé de chez lui au Accra. Il a dit qu'il a observé 3 choses. Bien. Bien, merci. C'est noté, Frédéric. La deuxième question, c'est la réglementation des drapeaux au niveau des chefferies. C'est noté, Frédéric. Merci. Oui, mais sur les deux choses, il a totalement raison. C'est-à-dire que lorsque on passe et on voit les drapeaux partout, je me demande est-ce que c'est vraiment totalement utilisé à bon escient? Moi, je crois qu'il doit on doit réétudier ça. Tout ça doit rentrer dans une certaine réforme. On doit, même la chefferie traditionnelle, on doit la réétudier. Il doit y avoir une instance chargée de la chefferie traditionnelle. Moi, je considère que, c'est-à-dire qu'à la place du Sénat,
il faut peut-être un conseil qui soit chargé des us et coutumes et de ces questions-là. Je ne considère pas que la question de la chefferie traditionnelle doit être réglée par un homme dans son ministère. Je considère que ça doit être réglé par une assemblée, par une commission d'une assemblée. Donc, je trouve que tout ça doit être réglementé un peu, mais c'est un sujet assez majeur qui doit être étudié, par exemple, à la commission des affaires administratives de l'Assemblée nationale. Sincèrement, sincèrement, la question du drapeau, la réglementation, est-ce que vous pensez que c'est une priorité pour les Togolais? Non, je ne crois pas que ce soit une priorité, mais même si on doit le faire, ce n'est pas le cadre dans lequel il faut le faire, parce que il faut lier à toute la question de la chefferie traditionnelle. La question de la chefferie traditionnelle, la façon dont elle est gérée, c'est une priorité pour les Togolais, parce que ça crée des conflits dans beaucoup de milieux. Dans beaucoup de milieux, dans des conflits dans lesquels les gens sont venus aux mains, des conflits dans lesquels les gens sont venus au coupe, etc. Donc, la question de la chefferie, c'est pour ça que moi je prends les questions de manière globale. Quand on pose la question du drapeau, ce n'est pas seulement la question du drapeau qu'il faut poser, mais c'est la question de la chefferie traditionnelle dans son ensemble qu'il faut poser. Donc ça doit être étudié dans un hémicycle, pas dans un... sur le bureau d'un homme avec sa signature. La deuxième partie de la question, les observations que vous avez faites à Accra concernant le chef de l'État du Togo. En fait, il demande s'il ne faudrait pas écrire une lettre au chef de l'État pour éventuellement lui signifier ce que vous avez observé. Je crois que je l'ai déjà dit sur un média. Il y a plusieurs personnes qui me parlent déjà, qui me toisent, qui me prennent et qui me disent même que toutes les idées que tu as là, est-ce que toi tu ne peux pas approcher le chef de l'État pour lui en parler? Est-ce que ça ne peut pas faire évoluer quelque chose? Mais moi-même je suis dans le doute que au sein de l'opposition, que ce que nous disons puisse lui faire changer d'avis, puisse lui faire changer sa volonté de conservation du pouvoir. Parce que il y a d'autres qui ont fait avant moi. J'ai des grands frères qui sont plus compétents que moi, des gens plus avisés que moi, qui ont discuté avec lui et ça n'a rien donné. Alors moi là, à mon âge, à mon niveau là, quel pouvoir j'ai pour pouvoir lui dire quelque chose qui peut donner un effet? Voilà la question que je me pose souvent. Je ne sais même pas moi-même la réponse. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont été plus grands que moi ont fait ça. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien changé au Togo. Si moi je le fais, qu'est-ce que ça va changer? C'est noté. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Gérard. Gérard, vous écoute. Oui, je salue notre invité. Je vous salue aussi. Oui, monsieur Jean-Christophe, est-ce que vous n'avez pas les moyens vous-même de créer votre parti politique en laissant ce quart-là? Parce que on semble, à vous écouter, c'est que vous avez la fougue là, de la jeunesse qui peut aujourd'hui encore réunir la jeunesse pour un autre combat politique. Parce que quand on voit, vous portez ce flambeau-là. Alors, vous ne pouvez pas, au cas échéant, vous ne pouvez pas vous associer à d'autres partis, à d'autres regroupements de partis politiques qui sont sur l'échiquier politique pour pouvoir au moins mener le combat. Parce que vous avez des idées, mais si vous ne les mettez pas dans un cadre donné, ça ne peut pas fructifier. Donc, comment vous voyez ça? Deuxième élément, pour vous aider, pour le père de l'indépendance, au moins on devait donner son nom à l'université de Lomé, parce que il a été non seulement un polyglotte, mais quelqu'un qui avait des idées où on pouvait développer à l'université de Lomé. Donc si au moins on nommait l'université, on renommait l'université de Lomé sur l'université sur la rue Olympio, je crois que ce serait mieux que l'hôpital où on ne peut même pas entretenir et étoffer. Merci. Bien, merci pour votre passage, Gérard. Une nouvelle fois, bonne année. La première partie de la question, la possibilité de créer un parti politique. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'on a plusieurs interpellations des Togolais de la jeunesse qui disent qu'on doit faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester dans le passé, qu'il doit y avoir une étape où on doit franchir le pas, où les Togolais doivent voir renaître quelque chose de nouveau. Je crois que c'est l'artifice que UNIR avait utilisé en faisant la dissolution-fusion du RPT à UNIR. Et je crois que quand tu écoutes les Togolais, je les écoute. Plusieurs disent que non, le moment est venu maintenant que
la nouvelle génération qui est là fasse quelque chose de nouveau, propose quelque chose de nouveau. J'écoute, j'entends, je réfléchis. Et à chaque fois, je fais passer en moi cette citation de Frantz Fanon qui dit chaque génération reçoit sa mission, la remplit ou la trahit. Je crois que c'est le moment de notre génération de remplir notre mission parce que le Togo dans lequel nous vivons, moi je ne lutte plus aujourd'hui parce que ça peut me donner un poste. Non. Je lutte aujourd'hui, quand je suis dans la cinquantaine, je lutte parce que je considère que ce que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre là, on ne peut pas laisser ça à nos enfants. Donc on est obligé de faire aboutir la lutte à cause de nos enfants, pour nos enfants. Ce serait très malveillant et très malheureux pour nous de laisser ce Togo pour nos enfants. Donc nous sommes en train de réfléchir. Peut-être que quelque chose va jaillir dans le futur. On est en train de réfléchir et puis c'est une façon aussi de garder la mémoire d'un certain nombre d'hommes et nous voulons garder la mémoire Miakowanti, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment, Pierrot, aide-moi là, quand on prend quelqu'un comme Jomo Boukari, on prend quelqu'un comme Sylvanus Olympio, on prend quelqu'un comme Agboibo, qui ont été honnêtes et fidèles dans la lutte et qui après sont décédés, on a envie de les porter, que leur nom soit porté dans un hémicycle politique. Donc à partir de ce moment-là, je crois que quelque chose doit naître qui ressemble à ces gens-là. Et on va y travailler. Je considère qu'on va y travailler très bientôt. Notez, deuxième partie de la question, l'université de Lomé, l'université Sylvanus Olympio, c'est une proposition. Très belle idée. Mais très très belle idée. Je crois que ça, il n'y a même pas un i à ajouter. En tout cas, à mon niveau, je crois que c'est une très belle idée. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Pierrot. Abdel, comment vous allez? Je me porte bien. Bonne heureuse année, Abdel. Bonne heureuse année également à toi, Pierrot, et à mon cher ami, Jean Kissi. Abdel, bonjour. Bonne année à toi. Hein. Merci. Mes vœux de santé et bonnes intentions vous accompagnent tout le long de cette année. Amen. Alors, je voudrais d'abord faire une mise au point par rapport à une déclaration de l'auditeur Basile qui a déclaré tout de suite sur vos antennes que Sylvanus Olympio a gagné les élections au Togo. Je voudrais faire cette mise au point en disant que, en réalité, Sylvanus Olympio n'a jamais participé à une quelconque élection au Togo. Oui, Abdel. Oui. Oui, Basile, il a fait cette déclaration ce midi-là. Bien sûr. Peut-être que vous ne l'avez pas écouté. Moi, je l'ai écouté. Donc, Sylvanus Olympio a été président grâce à son parti qui a gagné les élections, je pense à 58. Et ça l'a permis de le faire venir pour être président de la République. Sinon, on n'a jamais participé à une élection quelconque. Je voudrais que, parce que les fausses informations aussi ne permettent pas aux populations de bien comprendre la situation, bien l'histoire du pays. Maintenant, concernant votre invité, est-ce que, M. Jean Kissi, vous ne voyez pas que vous êtes en train de rééditer l'exploit de 2018, les élections législatives que vous avez boycottées et qui ont permis à certains hommes politiques comme Abbas Kaboua, les gens du net, de prendre votre place à l'Assemblée nationale et de faire de n'importe quoi. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de rééditer en boycottant les sénatoriales et ainsi vous allez encore permettre à ces mêmes personnes de venir occuper votre place et parler à votre nom? Alors, oui. Concernant l'auditeur qui vous a conseillé de voir le président, de demander une audience, mais pourquoi vous estimez qu'il ne peut pas vous écouter? Hein? En politique, on ne dit pas jamais. Vous pouvez être écouté plus que vos grands frères. Si vous estimez que vos défenseurs, vos grands frères, des gens encore plus compétents que vous, n'ont pas été écoutés par le président de la République, en politique, le président peut écouter le petit et ne peut écouter le grand. Vous devez le savoir. Mais bon, essayez, tentez-le et on verra bien. Peut-être qu'il va vous écouter. C'est noté. Je vous remercie. Merci Abdel. C'est noté sur la première partie de la question, le boycott. Oui. Sénatorial. Non, je considère que
C'est-à-dire que ne pas boycotter, c'est juste aller chercher des postes. Moi, ce qui s'est fait en 2018, c'est vrai que quand nous étions à l'Assemblée de 2013 à 2000 on a changé un certain nombre de choses. Et les témoignages sont toujours là que nous avons fait bouger un certain nombre de choses. Mais le Sénat va apporter quoi? C'est juste aller chercher des postes. Quand des gens sont venus nous remplacer en 2018 et ils ont chanté « quelqu'un laisse, quelqu'un prend », mais qu'est-ce que ça leur a apporté? Et qu'est-ce que ça a apporté comme changement au Togo? C'est ça aussi l'analyse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que nous considérons que, voilà, c'est sénatorial. Vous voyez la misère que le Togo est en train de traverser. On est en train de créer des institutions budgétivores. Il suffit aussi d'aller prendre une place dedans. Et vous êtes obligé de négocier. Regardez combien de conseillers régionaux et combien de conseillers municipaux unir A. Donc, tous ceux qui cherchent aujourd'hui, moi je sais depuis plus de 6 mois que les gens sont en train de négocier pour qu'on puisse leur laisser un certain nombre de postes de sénateurs. Vous estimez que ce n'est pas la même chose, visiblement. Mais quand par exemple, oui. Il y a eu cette proposition d'un acteur de l'opposition, le président du MCD, par exemple, qui voudrait qu'un tiers des sénateurs soient nommés dans les rangs des acteurs de l'opposition. Quelle est votre appréciation de cette proposition? Mais quand vous êtes en opposition de quelque chose, vous ne pouvez pas vouloir en profiter. Moi, je ne suis pas d'accord que le président de la République nomme un certain nombre de sénateurs. Je ne suis pas d'accord qu'un président, chef de l'exécutif, nomme des gens dans le Parlement. Ça fait partie de notre doctrine que nous avons édictée depuis la présence d'Agboibo sur le chiquier politique que nous avons appelé la refondation de la République. Déjà à l'époque, nous disions que le président ne devait pas nommer des gens ni dans le Conseil supérieur de la magistrature, ni dans les instances, etc. Nous avons dit ce quota-là qu'on donne au chef de l'État, même à la HAC, que ça ne doit pas être. Que les institutions, là, que ce soit l'Assemblée nationale, qui soit le corps électoral des autres institutions. Et ça fera des institutions indépendantes. Voilà, c'est notre doctrine. Si nous devons venir au pouvoir, la réforme majeure que nous devons faire, c'est celle qui consiste à ce que le Parlement soit le corps électoral des autres institutions. Voilà un peu. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas être d'une autre doctrine et puis après, vous allez vous-même vous profiter parce que vous cherchez un poste. Non. Non. C'est compris. Non. Maintenant, allons à la première partie de quelle première partie? De l'intervention de Abdel. Sur Sylvanus? Ou sur les élections. Sur les élections. Abdel a un peu raison. Mais, vous savez, Sylvanus était le chef du parti qui a été aux élections. C'est vrai que lui-même n'était pas là. Il était en exil au Bénin. Et il y a eu son parti et le jeune parti naissant qui ont été aux élections, la Juvento. Qui ont gagné les élections? C'est parce qu'il était à l'exil que eux, ils ont gagné l'élection en son nom, avec son image, etc. Donc c'est par rapport à ça que lui, il avait pris le pouvoir. C'est ça même qui a donné l'adage au Togo et Tamnon Agbevo, Cloudon Akoukou. Parce que quand les élections ont été gagnées, le gouverneur avait voulu appeler Anani Santos, qui était le vrai pilote des élections sur le terrain, à venir prendre le pouvoir. Anani Santos a dit non, le chef du parti, le pilote du parti, celui au nom duquel nous avons fait la campagne, il est vivant. Il ne peut pas rester et moi je vais venir prendre le pouvoir. Ramenez-le et il va prendre le pouvoir. C'est comme ça que Sylvanus est revenu et il a pris le pouvoir. Vous avez raison qu'il faut restituer la vérité que nous connaissons pour les Togolais. Il vous a conseillé à tenter l'audience avec le chef de l'État. Peut-être qu'il vous écoutera. Je ne sais pas si vous serez tenté. Vous savez, il y a une expression sur WhatsApp. Cette expression dit qu'on utilise souvent. C'est la seule réponse que je donne. On a lu quelque chose concernant le Sénat, venant des rangs du parti ANC, le Sénat comme une maison de retraite de luxe pour un certain nombre d'acteurs issus du pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous partagez? C'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. En fait, le Sénat est conçu comme une chambre et pour mettre un certain nombre de courtisans qui ont un certain nombre d'âge, on veut leur faire une place là-bas. Et c'est ce que moi je ne comprends pas. On ne peut pas utiliser la République pour ça. C'est la démonstration que je faisais, M. Pierrot, que ce que vous avez dans la vie là, c'est votre diplôme. Avec ça, vous avez le droit au travail. Tout le reste, les postes là, vous ne pouvez pas vouloir être dessus et les quémander tout le temps. Vous savez, des gens ont été des ministres dans ce pays. Après avoir été ministres, lorsqu'ils ne sont plus ministres,
ils négocient pour être conseiller spécial ou conseiller du président de la République à la présidence. Pourquoi? Pour leur permettre d'avoir un revenu mensuel, pour leur permettre d'avoir un véhicule de fonction et quelquefois d'avoir un logement de fonction. Mais la République, les gens ne peuvent pas travailler et vous l'utilisez pour avoir ces luxes-là. C'est ce que les gens font. Aujourd'hui, quand le chef de l'État est dérangé par un certain nombre de gens qui sont conseillers, qui ont été toujours conseillers dans leur vie et qui n'ont jamais perdu ce poste de conseiller-là, on veut créer le Sénat et les mettre là-bas. J'ai vu dans la liste. Mais des gens qui avaient travaillé pour ce pays et qui auraient pu être des directeurs d'entreprise et qui n'en ont pas créé, mais ils veulent aller là-bas. J'ai vu le nom du ministre Barké parmi ceux qui veulent devenir sénateurs. J'ai vu le nom de mon président, l'ancien président Dama Dramani, parmi ceux qui veulent devenir sénateurs. J'ai vu le nom de Komlan Mali parmi les candidats au poste de sénateur. J'ai vu le nom de Victor Sossou qui a été aux élections législatives dernières. Il y va, apparemment, il a pris son poste, il a laissé à quelqu'un d'autre et maintenant il veut devenir sénateur. Mais dans quoi sommes-nous là? Mais ce qui se passe là, comment est-ce qu'on peut utiliser toute la République togolaise pour ne satisfaire que ça? Comment vous j'ai l'impression... Mais Pierrot, est-ce que vous-même vous voyez la gravité de ce qui nous... Mais j'ai pas de réponse à votre question, mais je vais peut-être l'avoir avec ce dernier auditeur, peut-être. Allô, bonjour. Ah, Pierrot, je reviens, Basile. Oui, Basile, s'il vous plaît. Basile, vous voudrez bien laisser la place à un autre auditeur, peut-être un dernier, parce que on vous a écouté, Basile, une fois déjà. Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un? Je sais que vous avez autorisé cette dernière fois, c'est Frédéric. Non, Frédéric aussi, on vous a écouté, Frédéric. Si c'est Frédéric, on va soit clôturer l'émission entre nous ensemble en studio, à moins qu'on ait quelqu'un qui soit différent de ceux qui sont déjà intervenus une fois déjà. On va parler du Bénin parce que ça me tient à cœur ce qui vient de se passer au Bénin, les 3 jours consacrés à la célébration du vaudou, même si moi, je ne suis pas adepte de vaudou. Il y a cette question-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre que subitement, dans un pays africain, on ait mis autant le vaudou devant depuis quelques années? Moi, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une restauration de l'identité africaine. On ne peut pas venir et nous faire croire que les religions de l'étranger, c'est ce que nous devons adopter, même si nous l'adoptons, et que nous devons oublier tout ce qui est de chez nous doit être peint en noir, comme s'il n'y a aucune valeur dedans. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un fervent catholique. Je le suis parce que c'est ce que j'ai connu ma naissance. J'ai été enfant de cœur pendant 8 ans de ma vie. J'ai servi des messes. Et j'ai servi des messes avec des évêques, j'ai vu des différents évêques aussi qui sont autrement. Monseigneur Dossé est autrement. Monseigneur Dossé croit aux choses traditionnelles. Quand vous êtes à la sacristie avec lui, vous êtes en train de causer avec lui, quand il vous cause, vous sentez qu'il est ancré dans sa tradition. Il connaît, il sait que notre tradition a des liens avec son église. Il y a d'autres qui sont dans la pureté, ils sont dans l'orthodoxie. Vous savez, la religion catholique même a 2 branches. Il y a les orthodoxes et il y a les catholiques. Les catholiques, le catholique veut dire universel. C'est l'église universelle. On prend ce qu'il y a chez tout le monde et on intègre. Orthodoxe veut dire ligne droite. Et je considère aujourd'hui que, en remettant le vaudou à sa place, on remet les religions en liaison. Moi, je ne suis pas d'accord pour les divisions entre les religions. Je suis pour qu'on prenne ce qui est bon dans chaque religion et qu'on en fasse un centre comme Jean-Paul II avait voulu le faire. Jean-Paul II, c'est quelqu'un de puissant. Et quand Jean-Paul II est décédé, il y a un évêque qui m'a dit que l'Église catholique, pendant au moins 50 ans, ne connaîtra pas un pape de la grandeur de Jean-Paul II. Vous vous souvenez quand il est venu à Togoville? Quand il est venu à Togoville, il est allé dans le centre Nigblin. On a dit qu'il y a au Togo une pratique religieuse qui est vaudou, qui est proche du temps de description des livres secrets de la Bible lorsque Jésus existait et qu'il était venu voir. Et quand il a fait une recherche, il est tombé dans Nigblin, Pamé, à Togoville, et il est allé là-bas. Quand il est allé là-bas, on lui a dit on enlève les chaussures avant d'entrer. Il a enlevé les chaussures, il est rentré. Il a embrassé le sol togolais. Et Donou Gouna Nigban. Et à partir de ce moment-là, quand il rentre dans n'importe quel pays, et Donanou Gouna Nigban, même quand il était devenu vieux, il demande, on lui prend le sable dans une calebasse, pas dans un verre, et il l'embrasse. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il n'y a pas que du mauvais. Mais
En réalité, le temps ne nous permet pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une radio, une télévision qui était sortie en temps. Quand j'allais au village à Amenyara, on le suivait souvent. Et j'ai suivi un débat sur cette radio-là. Ce jour-là, j'ai été réveillé par quelque chose. C'était un Camerounais, un Camerouno-béninois. Donc, il est Camerounais, de l'autre côté, il était élevé. Et il faisait le débat avec un puriste. Ils étaient 3 sur la chaîne. Il faisait le débat avec un puriste. Et puis, celui-là essayait de montrer que la religion vaudou, c'est le noir, et que la religion chrétienne, c'est le blanc, c'est ce qui est bon. Et puis, lui, il faisait la démonstration contraire. Arrivé à un certain moment, il lui demande, dans le débat là, comment on appelle le prêtre prêtre dans notre langue. Il dit que Fada. C'est-à-dire comment on appelle le prêtre là, catholique qui prête dans notre langue. Et il dit que Fada. Et le type lui dit non, c'est faux. Comment on appelle le père? C'est-à-dire qu'on appelle le prêtre père, non? Fada, c'est père. Et il lui dit, le prêtre, ça veut dire Hounon. Un prêtre, c'est un Hounon. C'est-à-dire que la transformation du prêtre dans la langue éveillée, parlée au Nigeria, au Bénin, au Togo, c'est Hounon. Ça veut dire que Hounon, là, ce n'est pas nécessairement ce qui est mauvais. Le Hounon, prêtre, comme on le dit, le prêtre catholique, c'est celui qui dit l'évangile et fait la cérémonie. L'évangéliste, c'est celui qui ne sait que dire l'évangile. Le prêtre, c'est celui qui sait faire la cérémonie, il sait porter l'hostie. Et en même temps, il sait dire l'évangile. Donc, je crois que les gens disent souvent que Eze Iboame et Akasan Heatole. Quand on parle d'un prêtre qui est issu d'un milieu vaudou, on dit souvent Eze Iboame et Akasan Heatole. Ça veut dire le prêtre blanc, le bon là, il est sorti d'une pratique noire qui est du Hounon. Moi, je dis Ezehea Yamovatro Iboy. Est-ce que vous avez jamais vu une casserole lorsqu'il est fabriqué? Il n'est pas noir. Il n'y a pas de matière noire où on fabrique la casserole. C'est l'acier qui sert à fabriquer la casserole. Et quand vous allez acheter la casserole au marché, c'est blanc, c'est gris, blanchâtre, brillant, transparent. Donc, je voulais dire tout simplement que c'est une pratique qui est bonne, c'est un réveil d'un certain syncrétisme qui est en train de se réaliser, et je considère que c'est profondément, spirituellement, une grande chose. Je souhaite même qu'il y ait un débat et qu'on en parle, que les Africains comprennent. Vous êtes séduit là. Hein? Vous êtes séduit là. Ah mais que les Africains comprennent. Moi, je demandais que ça depuis. Vous voyez, quand on prend le Saint-Sacrement, il y a une cloche qu'on fait. Glim, 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 glim. Dans la tradition, qu'est-ce qu'on prend et on fait ce truc-là? C'est le vaudou. Retournez dans nos traditions et regardez qu'est-ce qu'on prend et quand on le soulève, on fait les cloches. Glim, 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 c'est le vaudou. Seulement, c'est vrai que le sacrement de Jésus n'est pas le vaudou, mais c'est Amlima. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Église catholique, ce n'est plus le vaudou, mais c'est Amlima. Et c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez, quelquefois, il y a des prêtres, quand ils prennent le sacrement, les gens sont en transe dans les églises. Vous ne connaissez pas ça? Quand on fait un certain nombre de cérémonies. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on oppose le vaudou comme le noir et qu'on oppose la religion chrétienne ou les autres religions comme le blanc. Non, je suis catholique, je le demeure, mais je considère qu'on doit considérer tout ce qui est bon dans les deux religions. Est-ce que vous avez l'impression que cela révèle un peu plus le Bénin? Parce que c'est le Bénin révélé que Patrice Talon a apporté à son arrivée au pouvoir, avec un certain nombre d'actes qui sont posés du côté du Cotonou jusqu'aux confins nord du Bénin. Est-ce que ce qui s'est passé là, ou ce qui se passe là, fait partie un peu de la révélation du Bénin? Mais le Vaudou Day a été décidé avant Patrice Talon. Non. Avant c'était la fête du vaudou, tout simplement. Oui, c'était la fête du vaudou. Maintenant, oui. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition, oui, mais c'est la fête du vaudou que lui, il a transformé comme ça. Donc, ce n'est pas lui l'initiateur. Seulement, lui, il a donné un certain aura. Mais je crois que ça révèle d'un courant qui est en train de se faire. En Haïti, aujourd'hui, il y a un événement comme ça. Au Brésil, moi, j'ai été déjà assisté à cet événement au Brésil. Il y a mais au Brésil, même les Blancs qui sont là-bas, ils pratiquent le vaudou dans une certaine truc, vous ne pouvez pas savoir. La différence qu'il faut faire, c'est que il faut faire la différence entre le legba et le vaudou. Le legba, c'est quand vous vous prosternez pour des choses matérielles, au kwamide, vous vous prosternez.
Mais le vaudou, la pratique spirituelle même, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de noir. Il reste quelques secondes pour la fin de cette émission. Un mot pour clôturer. Oui, ce mot, moi je vais pour les Togolais, pour dire que je disais un message la dernière fois dans une radio et un message que j'ai reçu pour le peuple togolais. Je crois que 2025 va être une année phare. Ça va être une année synapse. J'ai l'impression que quelque chose va se passer en 2025. Je le reçois. Je vois une lumière dans l'ombre. Seulement, le message qui l'accompagne et qu'on me demande de donner aux Togolais, c'est « N'ayez pas peur ». C'est le message qui est sorti pour l'année 2025. N'ayez pas peur. Et je crois que je ne dirai pas plus avec ce message-là. Chacun d'entre nous peut travailler. Merci Jean Kissi d'être passé au D12. C'est la première édition de cette année 2025 que nous vous souhaitons toujours bonne radieuse. Merci à Venceslas Bouga Koudeyo pour la mise en onde technique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. Je suis Pierrot Atiogbe. Au revoir.